Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc, deuxième épisode du rêve, ou des rêves d'Océanie. Et puisqu'on l'a mis au pluriel sur l'émission, les rêves d'Océanie. Et donc, je vous rappelle que toute cette cogitation est autour d'un livre d'histoire de Dominique Barbe, hein, Histoire du Pacifique chez Tempus, un gros livre, hein, très intéressant. C'est l'ensemble du Pacifique qui est expliqué depuis les rivages de la Chine jusqu'au rivage de la Californie, mais bien sûr tout au milieu, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Polynésie, Tonga, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc tous ces rêves, tous ces pays magnifiques, j'en ai connu un petit peu. Hein. D'ailleurs j'ai mis une chemise, vous voyez, que je l'ai ramenée d'UVA. Donc c'est une chemise qui a une histoire, hein, parce que une grande partie, la plus grande partie de ma vie, j'ai été moniteur de plongée. Et j'avais remplacé un moniteur, c'était au début de ce siècle, un moniteur de plongée à UVA pendant une dizaine de jours. Et donc j'ai visité UVA, qui visuellement parlant, on se croirait au paradis. Hein. Mais pourtant, il y a eu la guerre sur place en 88. Et donc le marin, Marino, je me souviens, il s'appelle, le marin de l'école de plongée, m'a fait visiter l'île. On est allé chez ses cousins, on est allé dans la famille, on avait des sites magnifiques. Et puis une cousine à elle m'a offert cette chemise. Voilà. À lui. Une cousine à lui m'a offert cette chemise. Alors je ne suis pas indépendantiste, hein, parce que je ne suis pas kanak. Mais bon, c'était pour donner de la couleur à cet épisode. Donc on va reprendre. Donc je vous disais, c'était basé là-dessus. Après, il y aura des romans, hein, un roman sur la Nouvelle-Zélande, un roman sur l'Australie. C'est pas en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc ça existe, hein, mais on fera peut-être d'autres émissions. Donc je vais vous lire des textes pour l'instant du livre d'histoire. Donc on va à page 310, Clipper. Page 310. 310. UVA, c'est dans l'archipel des... Je vous parlais d'UVA. UVA, c'est en Nouvelle-Calédonie, dans l'archipel des Loyautés. Hein. C'est une grande île, hein. C'est presque aussi grand que la Martinique. Lifou est aussi grand que la Martinique, hein. Mais ce sont des lieux où il y a beaucoup de monde. Hein. Lifou, il doit y avoir 10 000 personnes, et c'est grand comme la Martinique où il y en a 350 000. Hein. Donc c'est des endroits encore assez sauvages, hein, quand même. Hein. Voilà, donc page 310, le Pacifique dans la course modernisme. Tandis que les révolutions n'affectent les rives du Pacifique que de loin en loin, une révolution touche durablement le monde. Il s'agit de la révolution technicienne et industrielle qui, partie de Grande-Bretagne et dans une moindre mesure la France, a assez vite des effets planétaires. Le XVIIIe siècle est celui de la révolution industrielle qui donne à l'Europe occidentale puis à l'Amérique du Nord Atlantique une supériorité incontestable sur les autres régions du monde. Cette supériorité qui s'exerce sur les mers par des navires dont la robustesse, les qualités nautiques et l'armement dépassent tout ce que le monde de la navigation a connu jusqu'alors. D'autres progrès qui rendent la navigation plus sûre et améliorent les conditions de vie des équipages. En 1740, on invente en Angleterre des ventilateurs qui assainissent l'atmosphère pestilentielle du fond des navires. Manœuvrés à bras d'homme, ces ventilateurs améliorent la conservation des aliments et de l'eau et permettent de meilleures conditions d'hygiène. La vitesse devient un impératif. L'entrée du Pacifique dans la mondialisation impose de parcourir de raccourcir les temps de navigation. Si le mot clipper n'apparaît que vers 1815 dans les ports nord-américains de Virginie, ce navire, au gréement de 3 mâts et à la mâture énorme, a été capable de forcer les blocus des guerres d'indépendance des États-Unis et de l'Europe napoléonienne. Ce bâtiment de dimension modeste, environ 60 à 70 mètres de long, et fait de bois, peut atteindre les 9 nœuds.
ce qui lui permet le transport de marchandises périssables ou des traversées lointaines. Très vite, il devient le navire favori du commerce, utilisé pour rejoindre la Chine ou l'Australie ou pour franchir le Cap Horn. L'apparition de coques en métal vers le milieu du XIXe siècle ne change pas les performances du voilier, que l'on peut désormais concevoir plus grand, jusqu'à 140 mètres, et qui peut transporter plus de cargaison. Voilà, ensuite, page 322, accélération. 322. Accélération. Sur les littoraux, les contacts avec l'étranger donnent naissance à des sentiments contradictoires. On hésite entre profiter de la présence de ces nouveaux venus qui possèdent des outils redoutables, les chasser par les âmes ou les détruire pour conjurer un changement. On sait, ou en tout cas, qu'il trouble à jamais l'ordre immuable des choses. La zoologue russe Mikhluko Maklay, débarqué en 1871 sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée, près de la ville actuelle de Madang, laisse un témoignage vivant des rencontres avec les Papous. Il finit par établir avec eux des relations cordiales. Mikhluko Maklay, scientifique rationnel et positiviste, est exceptionnel. Par la rigueur dans son observation, par la distance mise entre lui et l'objet observé, il reste un parfait étranger. Il ne juge pas, ni ne s'apitoie pas sur un monde qu'il sait menacer. Fort de son esprit d'analyse et de son immersion totale dans le milieu, il discerne le changement et évite ainsi les positions délicates et dangereuses. Mais la plupart des visiteurs des terres du Pacifique ne notent pas la modification. Ils ne font pas de différence entre l'image colportée et le réel. Les insulaires ont souvent perdu une grande partie de leur mémoire collective en raison de la terrible catastrophe démographique et des troubles politiques qui ont suivi. Mais ils ont conscience et survivre pour ceux qui ont survécu pendant 2 ou 3 générations des bouleversements de leur mode de vie traditionnel. Bien sûr, en apparence, ils vivent encore dans des cases ou des farets en bois et feuilles de pandanus. Ils utilisent toujours leurs pirogues et vivent de culture ancestrale, de pêche et de chasse. Ils ont un rythme de vie conditionné par la culture, en particulier celle des tubercules, et ils se livrent à des activités à haute valeur sociétale, comme la confection de nattes et de tapas, ou celle de monnaie de coquillage nécessaires aux échanges. Mais à tout moment, ils utilisent des outils de fer, des récipients métalliques ou de verre. Ils se couvrent de vêtements en tissu pour correspondre au modèle imposé par les pasteurs protestants ou catholiques. Leurs langues elles-mêmes ont changé. Elles se sont enrichies d'un grand nombre de mots, souvent anglais, en particulier pour les chiffres. Partout, les penguins triomphent. Ils sont désormais indispensables dans un monde ouvert au changement entre groupes voisins qui se sont ignorés pendant des siècles, sauf pour se faire la guerre. Penguins, c'est un genre de créole souvent à base d'anglais et agrémenté de mots français. Enfin bon, ce sont des langues d'échange. Derrière les mots, des réalités occidentales pénètrent le monde océanien, et en particulier un nouveau rapport à l'espace, et surtout au temps. Ces sociétés sont brutalement plongées dans une accélération de l'évolution consécutive aux révolutions industrielles. Elles se trouvent partiellement dégagées des contraintes d'un calendrier agricole ou halieutique complètement cyclique. Voilà, donc ensuite, page 356, les marquises. Fascinant, les marquises. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien. Enfin, on ne peut pas aller partout non plus dans le monde. Hein. C'est un peu difficile. 356. 356. Ah, je me suis trompé. Ça doit être 366 peut-être.
Un petit instant. Ouais, c'est ça, 366. N'importe quoi. Alors, homme d'affaires et homme de loi appuient la tentative d'installer des colons français à Karoua, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. C'est pas les marquis, ça. Bon, on va lire toujours. Dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Abel Dupuy-Thouars, lorsqu'il devient commandant de la Vénus en 1836, reçoit de Paris des instructions pour développer le commerce et propager la foi en Polynésie orientale. Les navires français, baleiniers ou autres sont de plus en plus nombreux à faire relâche dans les îles polynésiennes et le long des côtes d'Amérique du Sud. Dupuy-Thouars, qui s'est fait remarquer pour ses capacités à défendre les intérêts français, se voit confier par le ministre de la Marine, outre de classiques travaux hydrographiques et de recherche sur les baleines, la mission d'aplanir les difficultés nées de l'éloignement et du manque de protection des Français présents dans la zone. À ce titre, il intervient l'année suivante à Hawaï en faveur des missionnaires expulsés. En 1838, on relâche à Valparaiso, il reçoit l'ordre de se rendre à Tahiti, d'où deux prêtres de Picpus, les prêtres Carrette et Laval, se sont fait expulser. Chargés d'obtenir réparation de l'insulte faite à la France, il débarque à Tahiti. Obtient de la reine non seulement les excuses, mais également la conclusion d'un traité accordant aux Français la liberté de s'établir et de commercer dans ces États. Dupuy-Thouars, aidé par l'arrivée inattendue de Dumont d'Urville, le livre là-haut, laisse à Tahiti Jacques-Antoine Ouairandout comme consul de France, avant de reprendre sa circumnavigation. Mais en août, homme d'affaires estimé, ami de nombreuses personnalités influentes de l'île, en connaissant bien la société, est l'auteur d'un livre sur Tahiti considéré comme l'un des premiers ouvrages ethnographiques sur une population indigène du Pacifique. Il possède de multiples relations en Europe et aux États-Unis, dans le monde des commerçants et des hommes politiques. Consul des États-Unis, il se livre au commerce avec l'Europe. L'homme le plus influent de l'île, le pasteur de la LMS George Pritchard, en prend ombrage. Il démissionne de ses fonctions de missionnaire et devient consul de la couronne britannique. Lors de l'expulsion des pères picpusiens, Pritchard se plaint à Washington de l'attitude de Ouairandout et le fait relever de son poste. C'est à ce moment qu'arrive Dupuy-Thouars. Il trouve en Ouairandout l'homme idéal pour servir les desseins sur place et pour représenter la France. À son retour en France, Dupuy-Thouars reçoit du gouvernement Guizot, outre la promotion de contre-amiral et de commandant de la station du Pacifique, la mission de prendre possession des îles Marquises. Ah ben voilà, c'est pour ça. Puis le Royaume-Uni vient mettre un terme aux prétentions françaises sur la Nouvelle-Zélande. Le chef Tauata accepte cette souveraineté au cours d'une cérémonie relatée par Herman Melville, le romancier. Il en va de même à Nukuiva. Ces deux îles ont une garnison française, ce qui ne signifie pas pour autant la pacification immédiate de l'archipel. Certains chefs marquisiens refusent l'ordre militaire français et prennent les armes. Une guérilla larvée durera plusieurs décennies. Les Français n'hésitent pas à jouer les rivalités entre groupes, enrôlant de redoutables guerriers marquisiens qui n'abandonnent pas leurs habitudes ancestrales. Le partage du Pacifique commence, et avec lui, une acculturation plus ou moins partielle, rapide et souvent sanglante. Voilà, la colonisation. Donc, ensuite, on va voir page 411, Tahiti. 411. 411. Tahiti. Au début des années 1880, la France revoit le statut des territoires qui forment peu après l'établissement français d'Océanie, les EFO. La présence française est loin de faire l'unanimité en Polynésie. Aux Marquises, les résistances initiales des chefs Létété en 1842 et Pakoko en 1845 se prolongent par une longue guérilla. En 1870 et 1880,
Des renforts en soldats français, soutenus par des volontaires tahitiens, sont envoyés dans les îles. Bientôt, la guerre cesse faute de combattants. La population décline dramatiquement. La pacification achevée à Tahiti se poursuit, ponctuée de révoltes sur l'île d'Ana, dans les Tuamotu. Ouais. En 1852, dans l'île de Rapa, dans les Australes, en 1887, puis aux îles sous le vent entre 1888 et 1897. Les troupes permettent à la France d'annexer les petits royaumes de la région. Le chef Teropo, retranché à Raitea, la plus sacrée des îles, n'est défait qu'en 1897. Il meurt en exil en Nouvelle-Calédonie. La fin de l'indépendance de Raitea marque l'aboutissement d'un processus commencé en 1880 avec l'abdication de Pomarec V, qui a succédé à sa mère, dépossédé de son pouvoir par les Français. Roi depuis 1877, il ne montre pas d'intérêt pour le pouvoir et cède son royaume au gouvernement français contre une rente qui lui permet d'éponger en partie ses dettes de jeu. La France, qui augmente sans cesse ses compétences institutionnelles, impose progressivement sa juridiction. Au moins de 3 décennies, le protectorat change. En moins de décennies, le protectorat change profondément la société tahitienne. Depuis le mariage du banquier anglais Alexander Salmon avec la princesse Arieho Eho, oui, c'est ça, en janvier 1842, beaucoup de colons anglo-saxons s'unissent aux familles polynésiennes, formant le haut du pavé de la société tahitienne. Une catégorie de métis, de demi, apparaît très vite, occupe une place importante dans la vie économique, où elle détient souvent de grandes propriétés, et dans la vie administrative, où elle s'installe au poste de décision. Aux côtés de cette nouvelle aristocratie survit l'ancienne noblesse polynésienne, peu à peu dépossédée de son ancien pouvoir traditionnel. Elle garde cependant une grande aura pour les Polynésiens, laissés aux périphéries du développement. Restent les Français. Certains cherchent à être reçus par les grandes familles de demi, mais beaucoup forment une couche de population intermédiaire ni riche ni pauvre. À cet ensemble s'ajoute bientôt le millier de colons, de coulis chinois qui arrivent à Tahiti vers 1850 pour travailler sur les plantations de café et de coton du pasteur James Stewart. Lorsque la plantation fait faillite en 1873, aucun Chinois n'est rapatrié. Ils font souche et forment le noyau de la population asiatique résidant toujours en Polynésie. L'année 1880 marque un tournant pour Tahiti et les îles voisines. Avec le nouveau statut d'EFO, la Polynésie est mieux intégrée dans la République. La citoyenneté française est donnée aux habitants de Tahiti, de Moorea et des Tuamotu. En revanche, la grande diversité existe lors de l'intégration des nouveaux archipels. Gambier en 1882, les îles sous le vent en 1898. Les îles sous le vent avaient conservé entre 1847 et 1997 leur indépendance garantie par la Convention franco-anglaise dite de Jarnac. C'est le coup de Jarnac. Après leur annexion en 1897, les autochtones des îles sous le vent sont soumis à un code indigène appelé les Trois Codifiés, qui dure jusqu'en 1945. Voilà, donc on peut changer, ça nous amène à Panama. Important Panama, hein, c'est la liaison entre le Pacifique et l'Atlantique, quoi. Donc le fait que ça ouvre, ça change considérablement les choses pour les liaisons. Voilà. Dans ce contexte, en 1879, le Français Ferdinand de Lesseps, rendu mondialement célèbre par le percement du canal de Suez, réussit à obtenir du gouvernement colombien l'autorisation de creuser un canal dans sa province de Panama. À cette nouvelle, l'indignation est à son comble aux États-Unis. Et oui, c'est la chasse gardée. À nouveau, on craint une ingérence européenne dans une région désormais vitale pour la jeune puissance. Oui, enfin bon, pour son impérialisme surtout. D'autant qu'une grande instabilité gouvernementale règne en Colombie.
Malgré son voyage aux États-Unis, Lesseps n'arrive pas à calmer les Américains qui agitent à nouveau la doctrine Monroe. C'est une doctrine qui détermine cet impérialisme conquérant. On parle désormais des tarifs discriminatoires que les Français ou les Anglais risquent d'appliquer aux navires états-uniens. Le président Rutherford B. Hayes se range ouvertement à l'opinion que l'isthme est une annexe du territoire américain. Voyons. Malgré l'envoi de 2 bâtiments de guerre, Lesseps ne tient aucunement compte des déclarations présidentielles et met son projet en route en 1881. Il ne reste aux Américains qu'à consolider leur position au Nicaragua, dans l'idée de creuser un canal exclusif pour les navires américains. Mais ce projet est abandonné après de tumultueux débats aux États-Unis et surtout après la faillite de l'entreprise de Lesseps. Ce dernier a sous-estimé les difficultés, climat, maladies, difficultés techniques. Mais ce sont surtout une mauvaise gestion et même les escroqueries qui expliquent l'abandon du percement de l'isthme par Lesseps. Environ 20 000 hommes, venus pour la plupart des Antilles, meurent pour ce projet pharaonique. Ironie du sort, les Français victimes du paludisme, de la dengue ou de la fièvre jaune reposent dans le tranquille cimetière de la Bourgade nommé Paradis. Voilà. Les Américains sont alors incapables de reprendre le projet français tant ils sont divisés. Le Nicaragua Canal Construction Company commence les premiers travaux en octobre 1889. Mais en réalité, avec les lobbyistes ferroviaires, elle ne parvient pas à obtenir les fonds fédéraux dont elle a besoin. La crise économique de 1893 achève de la mettre en faillite. Oui, parce qu'en fait, le train traversait la totalité des États-Unis, donc ils avaient peur de perdre ce marché, quoi, pour passer d'un océan à l'autre. En 1898, l'annexion d'Hawaï et des Philippines rend urgent le percement du canal. Mais les avis et intérêts demeurent toujours partagés. Finalement, la Compagnie nouvelle du canal de Panama, héritière de la Compagnie universelle de Lesseps, l'emporte en 1902, bien sûr, en diminuant considérablement le prix des travaux. Le représentant du Congrès, impressionné par l'éruption volcanique contemporaine de la montagne Pelée et se défiant du Nicaragua, où les volcans actifs sont dangereux, le Momo Tombo est alors lui aussi en éruption, vote en faveur de Panama, rejoignant sur ce point le vœu du président Roosevelt. Le Sénat accepte à une courte majorité. Les travaux peuvent commencer. Ils vont durer 8 ans, durant lesquels sont excavés et évacués plus de 170 millions de mètres cubes de boue et construites sur 6 écluses. Les techniques les plus modernes sont mises en œuvre et le but est atteint. Les plus gros cuirassés de l'époque, larges de 33 mètres, peuvent passer. Désormais, plus de 5 semaines de navigation sont évitées aux navires qui, jusqu'alors, devaient passer par le Horn. L'inauguration du canal se fait cependant dans la discrétion. Depuis 12 jours, l'Europe est en guerre. La Première Guerre mondiale a débuté. Voilà, donc ensuite l'annexion d'Hawaï, 445. Alors, plus qu'en Asie, c'est dans le Pacifique et dans les Caraïbes que les États-Unis gagnent en influence et exercent leur impérialisme. Deux champs d'action retiennent l'attention des groupes d'intérêt de Washington. D'une part, l'archipel Hawaï et d'autre part, la liquidation de l'empire colonial espagnol. Les États-Unis s'intéressent tout particulièrement aux Caraïbes, à la Micronésie et aux Philippines. Après la disparition de la monarchie hawaïenne, en janvier 1993, se pose la question de l'avenir de l'archipel. John Stevens, ambassadeur des États-Unis en poste à Honolulu, ne cache pas ses sympathies pour les planteurs et son opinion en faveur de l'annexion. Il est le grand artisan du coup d'État. Quelques jours après la déposition de la reine Liliuokalani, Stevens proclame Hawaï protectorat états-unien.
un gouvernement provisoire ne comportant aucun indigène. Les Américains nés à Hawaï sont les plus nombreux, se mettent en place et dépêchent des représentants à Washington pour signer un traité d'annexion et pousser à une ratification rapide par le Sénat. Aux États-Unis, cette demande ne fait pas l'unanimité. Un débat s'ouvre sur l'opportunité et sur la légitimité de l'annexion. Les partisans de celle-ci rappellent les intérêts économiques et stratégiques de l'archipel dans l'Union. Ils font part de la volonté des planteurs déterminés à sortir d'un système encore plus féodal et prêts à livrer, si nécessaire, leur intérêt aux Britanniques. Ils agitent aussi la menace japonaise. Les adversaires, qui se recrutent surtout parmi les démocrates et les planteurs du Sud, insistent sur son caractère douteux. Ces opposants à l'annexion d'un territoire non contigu à l'Union ont l'appui du président Grover Cleveland, devenu président après la défaite électorale de 1888 de... Ah non, bon, il n'y a pas de... Et bien connu pour ses positions anti-expansionnistes et son anti-impérialiste. Et anti-impérialiste, selon une terminologie qui appartient à cette époque. Bon, c'est surtout un peu d'hypocrisie, parce que même quand ils sont anti-interventionnistes, ils interviennent quand même. Cleveland gagne du temps en envoyant sur place une commission d'enquête pour que le Congrès puisse décider en connaissance de cause. La mission d'enquête conclut que sans John Stevens, la révolution n'aurait pu réussir. La révolution, c'est une annexion. D'autant que la majorité de la population reste attachée à la monarchie et à la reine. Mais la situation se complique car le président ne peut restaurer une reine au penchant autocratique connu et bien décidé à punir les coupables de la rébellion. Grover Cleveland laisse alors le Congrès trancher le cas d'archipel. La Chambre signe une convention avec Hawaï prévoyant une constitution républicaine. Le 4 juillet 1894, la République d'Hawaï est proclamée et aussitôt reconnue par les autorités états-uniennes. La nouvelle République bénéficie d'un statut privilégié sur le marché du sucre états-unien. Au même moment, une pétition rassemblant 95% des Hawaïens de souche réclame le retour à la monarchie. Voilà. Donc c'est vraiment impérialiste au possible, cette histoire. Voilà. Donc page 504. La Grande Guerre, 504. Chez les deux nations blanches, dotées de régimes démocratiques, les archaïsmes demeurent. La citoyenneté australienne ou néo-zélandaise n'apparaît qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les ressortissants des deux pays restant des citoyens britanniques. Mais surtout, si les Maoris ont 4 députés depuis la fin du XIXe siècle, les aborigènes sont complètement ignorés par les nouvelles institutions. L'appartenance au monde britannique se manifeste au moment des conflits qui engagent l'ancienne métropole. Australiens et néo-zélandais envoient des troupes lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud. Les deux nations, comme le Canada, soutiennent le Royaume-Uni lors de son entrée dans le premier conflit mondial en août 14, par l'envoi de volontaires et de matériel. De nombreuses usines se reconvertissent pour le besoin du conflit. La mobilisation des hommes est exceptionnelle. Près de la moitié des hommes en âge de combattre s'enrôlent dans l'Australian and New Zealand Army Corps, l'AMZAC. Pour les Australiens et les Néo-Zélandais, cette guerre est juste. Le sentiment partagé par les Maoris qui obtiennent la formation d'un contingent un sentiment partagé par les Maoris qui obtiennent la formation d'un contingent en mars 1915. L'impact de cette guerre est fondamental pour expliquer la naissance et le développement d'un sentiment national dans les deux pays. Initialement, beaucoup de combattants estiment que leur devoir est d'aller combattre aux côtés des Britanniques. C'est une façon de payer la dette qu'ils ont envers la terre de leurs ancêtres. Mais très vite, combattre sous le drapeau de son propre pays devient un honneur. Cette prise de conscience d'un particularisme australien et néo-zélandais
se manifeste lorsque, sous la pression des gouvernements alliés, les autorités des deux pays envisagent de placer leurs troupes sous commandement britannique. De même, la tentative de conscription obligatoire se heurte à des manifestations en Australie et un mécontentement dans les troupes des fronts européens. Lors du référendum effectué même parmi les soldats mobilisés, les électeurs australiens refusent d'envoyer des conscrits. En Nouvelle-Zélande, la conscription obligatoire est interrompue en août 1916. La campagne des Dardanelles reste le grand moment de cette guerre pour les soldats du Pacifique. Sur le passage, sur la plage turque de Gallipoli, 9 mois de violents combats se soldent par un échec. En se retirant, les Alliés laissent derrière eux 12 000 morts, dont 8 500 Australiens et 2 700 Néo-Zélandais. Le sentiment national de ces deux pays s'ancre dans cette défaite, devenue le symbole du sacrifice d'une génération. L'Anzac Day, célébré chaque année le 25 avril, est une véritable fête nationale. Par la suite, l'Anzac combat au Moyen-Orient et sur les champs de bataille français de la Somme. Voilà, etc. etc. Voilà, donc ça c'est formateur pour ce qui concerne les Néo-Z et les Australiens. Page 511. Alors, c'est quoi ça? Alors, une Australie xénophobe. La naissance de l'État fédéral australien en 1901 marque l'affirmation de la politique de l'Australie blanche, selon la terminologie officieuse, et le début d'un projet d'exclusion raciale systématique. Une série de dispositions ferme l'entrée du pays aux populations extra-européennes et les empêche d'acquérir toute forme de citoyenneté ou de reconnaissance dans le nouvel État. La Nouvelle-Australie s'inspire de mesures déjà en vigueur, comme la loi sur la restriction des races de couleur adoptée par le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud en 1896. Donc on retrouvera ça dans ce roman. La loi sur la restriction de l'immigration votée immédiatement par la naissance de l'Australie institue le test de la dictée. Toute personne échouant à une dictée dans une langue européenne peut être refusée aux frontières. La clause joue contre les Chinois ou les indésirables pour lesquels on n'hésite pas à recourir à des langues difficiles. L'auteur tchèque polyglotte Egon Kish, militant communiste, est refoulé par une dictée en gaélique écossais. Ils sont malins. Ce test de la dictée reste en vigueur jusqu'en 1958 quand même. Une loi de 1902, la loi fédérale sur le droit de vote, écarte du vote tout aborigène d'Australie, d'Asie, d'Afrique ou des îles du Pacifique à l'exception de la Nouvelle-Zélande. L'année suivante, le même groupe est exclu de la loi de naturalisation. La législation sociale ne s'applique pas davantage aux gens de couleur. La loi sur les pensions d'invalidité et de retraite de 1908 exclut tous les Asiatiques de son champ d'action. 4 ans plus tard, la prime de maternité est refusée aux Asiatiques ou indigènes natifs d'Australie ou des îles du Pacifique. Dans tous les domaines, et en particulier l'emploi, se généralisent des lois et règlements discriminatoires. Aux lois fédérales s'ajoutent celles des États avec leurs propres textes restrictifs. En Galles du Sud, une loi sur le logement des tondeurs de moutons en 1901 impose aux Chinois des logements séparés de ceux des Blancs, etc. etc. Voilà. Ensuite, page 513, Maori. Maori. Donc les Maoris seront traités ici, enfin la Nouvelle-Zélande. Alors que les aborigènes n'existent toujours pas civiquement, qu'ils n'ont ni la citoyenneté ni passeport pour sortir d'Australie, les Maoris semblent un peu mieux lotis. Pourtant, les premières décennies du XXe siècle sont dramatiques. L'effondrement démographique se poursuit. 770 000 environ à l'époque de Cook, ils ne sont plus que 42 000 en 1896. Marginalisés économiquement et culturellement, ils manquent crucialement de terres et les domaines qui leur sont réservés, comme le royaume maori, sont depuis longtemps ouverts à la colonisation des Pakehas,
les Blancs, quoi. Des mouvements de résistance ponctuels et organisés, souvent avec une coloration religieuse fortement syncrétiste, éclatent comme celui de Rua Kenana vers 1868-1937. Un nouveau messie, enfin c'est un nouveau messie, quoi. Dans son village de Mogapohatu, en Nouvelle-Jérusalem, il accueille les Maoris, membres du nouveau peuple élu, appelé à fuir devant les exactions du pharaon, ah oui, devenu anglais. S'opposant au départ de soldats maoris en 1915, Rua Kenana est arrêté. On lui reproche de servir les intérêts allemands, du coup. Privés de leur chef, les habitants abandonnent le village. Toutes les tentatives de ces multiples mouvements millénaristes sont vouées à l'échec, car elles manquent d'une assise populaire suffisante et de réalisme. Seul le mouvement Ratana, fondé par un fermier qui se prétend inspiré par l'Esprit Saint, Verumu Ratana, survit à la mort de son fondateur en 1939. Voilà. Alors, ensuite, Margaret Mead. Il y a son livre ici, hein, Ethnologue. Alors, page 611. 611. Voilà. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, Bronislaw Malinowski, 1884-1942, séjourne chez les Mélanésiens des Trobriand pendant 2 ans, avant de devenir professeur d'anthropologie de la London School of Economics. Puis à partir de 1935, à Yale, aux États-Unis, homme de terrain, il a travaillé avec Seligman, son maître et l'un des premiers anthropologues anglais à associer ethnologie et psychanalyse. Lors de son séjour dans les Trobriand, Milanowski met au point sa technique d'observateur participant. Le principe n'est pas nouveau et Mikluko Maklay n'a pas fait autre chose lors de ses séjours en Nouvelle-Guinée. Après s'être dépouillé de tout ce qui fait de lui un occidental et avoir appris la langue des sujets étudiés, l'ethnologue doit partager la vie du groupe et s'en faire le chroniqueur au jour le jour. Par la suite, il doit proposer une lecture de ses observations en distinguant la coutume de la pratique réellement observée. De ce séjour au Trobriand, Milanowski tire son ouvrage Les Argonautes du Pacifique occidental. Dès sa sortie en 1922, c'est un succès. Outre la nouveauté dans la façon de mener l'enquête, Milanowski innove sur plusieurs points. Il est le premier ethnologue à s'intéresser à la sexualité des populations étudiées, aux règles suivies par le groupe et leur importance comme vecteur de la sociabilité à une époque où la pudibonderie est encore de règle. Par ailleurs, il s'occupe du droit, de la coutume et de leur application dans les sociétés qu'il étudie. Enfin, c'est un ethnographe que l'on peut qualifier d'engagé et qui estime que toute administration, surtout coloniale, doit s'appuyer sur l'ethnologie et l'anthropologie. Cette dernière a en effet pour vocation de s'intéresser aux relations nouées entre les cultures différentes. Le lieutenant-gouverneur australien de la Nouvelle-Guinée de 1908 à 1940, Sir Humbert Murray, n'est alors pas loin de penser la même chose, ce qui lui vaut l'hostilité des Blancs de la colonie, fort peu nombreux alors en dehors de Port Moresby. Dans un premier temps, l'ethnologie et l'anthropologie dans le Pacifique sont dominées par Milanowski et par Franz Boas. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, une jeune américaine, disciple de Franz Boas, Margaret Mead, entreprend des travaux d'observation des sociétés du Pacifique à la recherche d'alternatives pour la société américaine contemporaine. De son premier séjour au Samoa en 1928, elle rapporte la conviction que la crise d'adolescence n'existe pas dans toutes les sociétés.
Les individus ont des comportements totalement différents selon la culture à laquelle ils appartiennent. Cette recherche de réponse aux problèmes de la société américaine et cette inscription dans un mouvement de libération des mœurs, qui est alors la grande lutte des femmes états-uniennes, lui sont reprochées. Marié à Gregory Bateson, l'ethnologue des Itmuls de la vallée du Sepik en Nouvelle-Guinée et auteur de Naven, publié en 1934, elle multiplie avec lui les clichés photographiques et les films dans l'étude de la société balinaise, qu'il mène à la veille de la Seconde Guerre mondiale à cet égard. Ils inaugurent une nouvelle méthode d'ethnologie, reprise et poursuivie après-guerre. Donc dans ce livre-là, on a la somme de leurs travaux. Hein. C'est édité aux éditions Pocket, hein, Margaret Metz, Mœurs et sexualité en Océanie. Hein. Terres humaines, poche. Voilà. Très intéressant. Hop là. Donc ensuite, page 710, indépendance. 710, indépendance. Les habitants de la minuscule île de Nauru sont une autre situation. Leur île, riche en phosphate, disparaît au fur et à mesure de l'exploitation ayant débuté en 1907. Nauru est placée en 1848 sous tutelle du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Mais seule cette dernière en exerce véritablement l'administration. Des émeutes organisées par les Chinois maltraités, que l'on fait passer pour des communistes, éclatent en 1948. Dans le même temps, les Nauruans, qui ne recherchent que 3% qui ne reçoivent que 3% des bénéfices des phosphates, obtiennent de l'ONU, à partir de 1951, la création d'un conseil de gouvernement local sous le contrôle étroit des Australiens. L'exploitation du phosphate se fait toujours au plus grand profit des Australiens et des Néo-Zélandais, qui l'obtiennent au tiers du tarif mondial. Hein. Au milieu des années 60, le prix des phosphates était réévalué, les Nauruans bénéficient plus largement de leur exploitation. Mais dans le même temps, la pêche décline. Prévoyant l'épuisement des gisements de phosphate et la disparition de toute activité humaine sur l'île, les Australiens proposent aux Nauruans de les déplacer sur Fraser Island ou sur l'île de Curtis, sur la barrière du Queensland. Nauru refuse en 1964 car ce transfert sur des îles australiennes empêcherait à terme toute indépendance. L'Australie se tourne alors vers son émancipation. Contrôlant 3 ans plus tard l'exploitation des phosphates, l'île se dote d'équipements et envoie ses jeunes étudiants en Australie. Le 31 janvier 1968, Nauru, devenue la seule région du Pacifique à exploiter des phosphates, proclame son indépendance et entre dans une période économique particulièrement florissante. Dans les mois qui suivent, les indépendances se succèdent. Le royaume de Tonga et les affaires publiques sont toujours restées aux mains des Tongiens, retrouve facilement son entière souveraineté et intègre le Commonwealth. L'indépendance des Fidji s'avère plus complexe en raison de la coexistence de 3 communautés. Durant la guerre, le fossé s'est creusé entre les Indiens, qui depuis 1946 sont les plus nombreux, et les autres communautés. Suivant les conseils de Gandhi, les Indiens ont refusé de coopérer à l'effort de guerre, mais ils en ont économiquement bénéficié. L'Inde indépendante soutient leurs revendications et les pousse à demander l'adoption du suffrage universel. Mais leurs revendications ne sont entendues ni par les Britanniques, ni par les communautés mélanésiennes. Le chef de Beau, Ratu Lala Sukuna, exprime assez bien l'opinion des Mélanésiens dans cette formule laconique. La terre aux Fidjiens, le travail aux Indiens et le business aux Européens. Voilà. C'est un concept qui se retrouve souvent dans toutes les îles. Après, c'est au niveau des évolutions de société aussi. Ça peut changer. Alors, page 748, aborigène. Aborigène qu'on voit dans ce livre. 748.
À la différence des Indiens d'Amérique, le mouvement aborigène est peu politisé. Les élans revendicatifs des aborigènes, qui débutent durant les années 30, sont associés à une prise de conscience des Australiens blancs. Ceux-ci finissent par concevoir que la politique de protection des aborigènes doit être arrêtée. La Seconde Guerre mondiale fait sortir les aborigènes de leurs réserves ou stations, des stations, quoi. Devant l'arrivée des Japonais aux portes de l'Australie, l'armée du Dominion engage des soldats aborigènes sans existence légale puisqu'ils ne sont pas citoyens australiens et que la loi interdit la conscription des aborigènes. Les jeunes engagés, au nombre d'un millier, ne reçoivent pour solde que 3 carottes de tabac par semaine. Peu deviennent sous-officiers, mais leur participation à la défense du pays éveille des consciences, aussi bien chez eux que parmi les Blancs. À partir de 1944, les vétérans aborigènes, les Black Diggers, reprochent à l'armée leur exploitation puisqu'ils sont sans solde pendant la guerre et sans pension après le conflit. Souvent, ils s'investissent dans le combat pour leur reconnaissance. En 1951, il devient clair que la politique gouvernementale concernant l'assimilation des aborigènes doit changer. Les premières décisions consistent à exempter des mesures discriminatoires existantes les autochtones jugés capables de s'assimiler à la civilisation australienne. Ils reçoivent des certificats leur garantissant des droits supérieurs à ceux des aborigènes restés dans la réserve. Les aborigènes jugent ces licences humiliantes, puisqu'ils ne font que montrer qu'ils ont rompu de gré ou de force leurs liens familiaux et leurs attaches culturelles avec leur milieu d'origine. Ils sont qualifiés de Dogs Tags ou Dogs Licenses, plaques d'identité ou licences canines. Peu à peu, la législation des différents États s'assouplit. L'État de Victoria est le premier en 1957 à abandonner sa loi interdisant la vente d'alcool aux aborigènes ainsi que celle punissant toute personne blanche, vagabondant ou logeant en compagnie des aborigènes. Mais le retrait des enfants de leur famille reste appliqué en Nouvelle-Galles du Sud, tout comme l'inspection des maisons aborigènes dans de nombreux États. Il faut attendre l'année 60 pour que la discrimination raciale ouverte soit supprimée de la législation. La Nouvelle-Galles du Sud abolit les premières barrières d'accès à la citoyenneté en 63 et l'Australie méridionale en 66. Au même moment, les mouvements de revendication à l'image des Black Panthers aux États-Unis touchent le monde aborigène. Des grèves éclatent dans les camps et les fermes pour obtenir de meilleures conditions de vie et de travail ainsi qu'une égalité de salaire avec les autres travailleurs. Une organisation comme le Conseil fédéral pour la défense des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres œuvre pour la suppression des lois discriminatoires et réclame tous les droits inhérents à la citoyenneté, y compris le droit de vote. Reprenant les manifestes des Noirs états-uniens, elle organise en 1965 la campagne australienne de marche pour la liberté, rassemblant aux côtés des aborigènes des blancs jeunes et moins jeunes. Ce mouvement de contestation obtient en 1967 l'organisation d'un référendum qui permet au gouvernement fédéral de légiférer sur les questions aborigènes à la place des différents États. La politique d'assimilation pour les nouveaux immigrants s'applique alors aux indigènes, même si on leur demande désormais d'avoir un mode de vie non plus identique mais similaire à celui des Australiens blancs. Cependant, les quelques conquêtes en matière de droits sont loin de compenser les criantes inégalités dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Dans les années 60, l'espérance de vie d'un aborigène est de 20 ans inférieur à celui d'un Australien blanc. Le taux de scolarité des jeunes jusqu'à 5 fois inférieur. La moitié des adultes analphabètes doivent se contenter d'emplois mal rémunérés. Voilà, donc ça donne une image assez complète de l'ensemble de l'Océanie, ce livre. Donc je vous le recommande vivement. Donc la semaine prochaine, on va s'atteler à des petites lectures sur les romans historiques cette fois-ci. Et par conséquent, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.